sur la mobilité Erasmus+, et puis une session d'information mercredi dernier autour des masters conjoints Erasmus Mundus et les projets préparatoires qu'on appelle Erasmus Design Majors. Et puis aujourd'hui, donc on arrive à la quatrième action, les projets pour le montage des projets de ce qu'on appelle donc l'échange virtuel Erasmus+. Alors juste pour vous signaler que donc toutes les anciennes sessions sont disponibles ou l'enregistrement de ces sessions-là est disponible sur notre chaîne YouTube et également sur la page que nous avons créée sur notre site internet dédié aux Erasmus Info Days et que vous pouvez donc consulter sur www.erasmusplus.ma. Voilà. Et donc, je vous rappelle juste que le jeudi de novembre, nous allons consacrer l'info-session, enfin la session d'information du jeudi de novembre aux activités Jean Monnet. Alors aujourd'hui, comme je l'ai précisé, on va discuter, on va présenter donc l'échange virtuel Erasmus+. Et nous avons avec nous donc un projet qui a été financé dont un des partenaires est l'université Ibn Tufayl. C'est le projet ACT, Virtual Exchanges for Active Citizenship. Et nous sommes heureux d'accueillir avec nous professeur Karima Slimnawi de l'université Ibn Tufayl d'Oknetra, partenaire de ce projet, qui va donc partager avec nous. Bonjour, bonjour Karima. Bonjour. Je te remercie beaucoup d'avoir accepté notre invitation pour partager ton expérience et votre expérience dans les projets d'échange virtuel Erasmus+, dans le montage de ces projets-là, pour partager avec nous à quoi finalement ça sert pratiquement, qu'est-ce que ça finance comme activité et surtout quel impact attendu de ces projets-là à travers donc le projet ACT. Voilà, donc à travers le projet ACT. Donc, on va présenter juste rapidement donc, les éléments constitutifs, donc on va dire, de cette action-là. Et puis, je te donne la parole pour nous présenter donc, le projet ACT et puis un retour d'expérience de l'université Ibn Tufayl. Avec Voilà, plaisir. donc à tout de suite. Merci beaucoup. Et donc, sans trop tarder, donc, on va juste, donc on va commencer notre info session. Je rappelle juste que donc l'architecture, on va dire, du programme Erasmus+, qui est un programme avec multiples actions, qui tourne autour de trois principales actions clés: la mobilité, la coopération entre organisations, et puis tout ce qui est soutien à l'élaboration des politiques publiques. Nous avons déjà vu plusieurs actions. Ce qui nous reste encore, c'est l'Erasmus Virtual Exchange qu'on voit ici en rose, et puis les activités Jean Monnet pour soutenir tout ce qu'on appelle les études et les recherches européennes, c'est-à-dire tout ce qui va permettre de promouvoir les études européennes. Et on va revenir jeudi prochain avec beaucoup de détails sur ce que c'est. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que c'est le virtual exchange ou l'échange virtuel? Alors, l'objectif de ces activités-là, en fait, l'Union européenne est partie d'un constat tout simple, de se dire qu'aujourd'hui, à travers la mobilité Erasmus+, la mobilité physique réelle, on arrive à atteindre un certain nombre d'objectifs, l'acquisition de compétences, alors des compétences techniques, mais également des compétences qu'on appelle aujourd'hui transversales. Sauf que le problème de la mobilité réelle, aujourd'hui Erasmus, c'est qu'on ne peut pas l'offrir pour tout le monde. Elle va rester très, très limitée parce qu'elle a un coût financier et que malgré les augmentations d'une année à l'autre du budget alloué à la mobilité, on ne peut pas envoyer tous nos étudiants et les jeunes donc en mobilité physique. Et donc, c'est pour cette raison que l'Union européenne a réfléchi à justement mettre en place d'autres possibilités d'échange
qui vont réaliser un certain nombre d'objectifs, qu'on va voir là tout de suite, mais qui vont surtout permettre à une large proportion de jeunes et d'étudiants de bénéficier finalement de l'impact de la mobilité, mais cette fois-ci en participant à des échanges donc virtuels, à des échanges en ligne. Donc il s'agit ici d'activités en ligne entre personnes pour favoriser, alors ici en l'occurrence entre jeunes, pour favoriser le dialogue interculturel et le développement des compétences dites transversales, soft skills, power skills, life skills, etc. Donc, en tout cas, tout ce qui est aujourd'hui en discussion, d'ailleurs même au niveau donc au Maroc et par rapport à la réforme en cours, on parle beaucoup des soft skills et donc l'échange virtuel peut être une justement des méthodes ou des outils qu'on peut mettre en place pour favoriser l'acquisition de ces compétences transversales. Alors, cet échange virtuel donc, va permettre à une large proportion de jeunes d'accéder et d'approcher l'international et une éducation internationale et interculturelle, que ce soit dans sa forme formelle ou non formelle. Donc, et c'est pour cette raison que nous allons voir que cette action va être dédiée au même titre aux universités, aux établissements de formation, mais également aux associations qui opèrent dans la jeunesse et l'éducation. C'est pour vous faire voir également la complémentarité aujourd'hui qui peut exister et qui doit exister entre les centres de formation et les établissements de formation et les associations. Et on va voir, tout à l'heure, on va voir également avec Karima, que le consortium, il peut inclure aussi bien d'ailleurs un des éléments d'évaluation et qui va être évalué positivement, c'est le fait d'avoir aussi un consortium où on va trouver des établissements de formation, mais également aussi des établissements, des associations. Alors, donc voilà, et donc ici, donc on parle vraiment d'un échange virtuel sans mobilité physique, qui va permettre donc à ces jeunes, à ces étudiants de bénéficier, voilà, donc je cherchais ce mot, de bénéficier de l'international et d'une éducation internationale. Il peut permettre aussi d'être une étape préparatoire pour se préparer, approfondir, alors suivant où ça peut se placer, un échange physique. Et donc, c'est pour cette raison que, par exemple, un projet d'échange virtuel peut porter également sur un module de préparation, par exemple, des étudiants qui vont partir en mobilité ou qui rentrent d'une mobilité, hein, de les préparer soit à la mobilité, soit justement à les accueillir après leur mobilité, justement pour valoriser ce qu'ils ont acquis dans leur mobilité. Donc, le virtual exchange peut également être accessoire et accompagner des mobilités physiques également. Alors, l'échange virtuel va se dérouler du coup en petits groupes. C'est vraiment des formations, hein, c'est quelque chose de très sérieux. Ce n'est pas qu'un échange type chatting, mais c'est vraiment une forme d'échange en petits groupes avec un facilitateur qui va être qualifié. Et l'objectif, encore une fois, c'est l'apprentissage. Et donc, quand on parle d'apprentissage, ça veut dire qu'il y aura un processus d'apprentissage, mais également un processus d'évaluation ou un moment d'évaluation. Et donc, on insiste beaucoup sur ça, c'est-à-dire que le Virtual Exchange aura pour mission principale d'accompagner peut-être ce qui se fait dans les cours. Et donc, c'est pour cette raison qu'on insiste beaucoup que le Virtual Exchange est destiné aux établissements de formation, mais également aux associations, hein, parce que l'objectif, encore une fois, c'est soit d'accompagner des modules de formation, et donc là, on est vraiment dans l'éducation formelle, soit également, soit être complètement dans l'éducation non formelle à travers l'action donc des associations et de la société civile. Donc voilà un peu ce que c'est le Virtual Exchange dans sa philosophie et pourquoi, et le pourquoi un peu de sa création. L'Union européenne, avant de lancer les appels et lancer carrément l'action Virtual Exchange, a lancé ce qu'on appelle un pilote. Donc, c'est un pilote qui a été lancé sur une période de 2018-2020, parce que c'est toujours, enfin, c'est comme ça que l'Union européenne fait les choses. Donc, on va tester à travers un pilote avant de mettre en place donc, un appel qui va être régulier par la suite. Donc,
Ce pilote donc, a été conduit sur la période 2018-2020 avec un budget total de 6 millions d'euros et il était axé sur une région, c'est la région Sud-Méditerranée. D'accord? Donc, le focus a été vraiment fait sur la région Sud-Méditerranée et les résultats étaient très encourageants et c'est pour cette raison, et l'impact était important, et c'est pour cette raison que l'Union européenne l'a conduit et, à travers donc un appel ou des appels réguliers, c'est-à-dire à partir de 2021 et sur la période 2021-2027 de la nouvelle programmation. Donc, on va trouver chaque année donc un appel dédié aux échanges virtuels Erasmus+. Vous pouvez accéder également à travers le lien que vous voyez là, hein, le détail de ce pilote-là avec le rapport d'impact de ce pilote. Alors, le Maroc a été très actif, c'est-à-dire que nos étudiants, nos jeunes, mais également certains formateurs ont participé aux différentes activités de ce pilote-là et nous étions vraiment troisième pays en termes de participation, juste après la Palestine et l'Italie. Et juste pour vous dire encore une fois le dynamisme, on va dire, de toutes les composantes aujourd'hui, que ce soit les jeunes, les associations, les universités. Et donc, ce pilote a été vraiment... Les résultats de ce pilote ont été tellement encourageants. Donc, on a lancé à partir de 2022 le premier appel donc, des projets Erasmus Virtual Exchange avec des objectifs spécifiques qui sont tout d'abord l'encouragement du dialogue interculturel. Donc, on insiste beaucoup, c'est là vraiment une composante importante de l'échange virtuel Erasmus+. L'objectif, c'est vraiment de sensibiliser les jeunes à des valeurs de tolérance grâce justement à l'interaction qu'il va y avoir entre des jeunes du Maroc avec des jeunes de d'autres pays, de la même région, de d'autres régions, parce que l'appel a été tendu du coup à d'autres régions au-delà de la région Sud-Méditerranée, et puis avec des jeunes de l'Union européenne et des pays associés au programme Erasmus+. Le second objectif, c'est bien sûr toujours remettre et placer l'échange virtuel dans l'apprentissage et surtout dans cette idée d'offrir une expérience internationale et interculturelle à un maximum de jeunes. Encore une fois, on ne peut pas offrir la mobilité physique réelle à tous les jeunes et à tous les étudiants. Et donc, c'est pour cette raison que l'échange virtuel peut être déjà soit une étape pour une mobilité par la suite physique, soit en tout cas une expérience via laquelle on va voir, nous avons une vidéo d'un étudiant et un jeune qui avaient participé à cet échange virtuel, à plusieurs activités de l'échange virtuel, et on va voir que ça a eu un impact important sur lui, et je vais vous expliquer un peu son histoire. En tout cas, ça aussi c'est très important, parce que l'internationalisation peut se faire autrement que le study abroad. Donc, c'est vrai que tout le temps, on est très focalisé sur envoyer des étudiants parce que pour nous, c'est très important, c'est très enrichissant, mais les financements sont tels qu'on ne peut pas offrir cette expérience internationale physique, mobilité physique à tout le monde. Et encore une fois, l'objectif, c'est également d'organiser des choses in situ et également virtuelles. Et ce sont des éléments aussi d'internationalisation, c'est ce qu'on appelle l'internationalisation aussi à domicile, et qui permettent d'offrir la même ou presque la même expérience interculturelle et internationale, et par la même occasion, acquérir des compétences internationales et interculturelles, voilà, des compétences plutôt interculturelles. Alors, aussi, l'objectif spécifique, on va dire, de cet appel-là de projet d'échange virtuel Erasmus+, c'est aussi, comme on vient de le dire, l'apprentissage de compétences numériques, transversales, des compétences liées à l'esprit critique. C'est-à-dire l'objectif aussi, c'est de doter nos étudiants et nos jeunes de certaines compétences qui vont leur permettre d'avoir ce recul, ce raisonnement, cet esprit critique. L'éducation aussi aux médias, hein, et je crois qu'aujourd'hui, avec la multiplicité des médias, des canaux, des médias sociaux, etc., et d'Internet, les étudiants et les jeunes aujourd'hui, ils ont vraiment besoin d'une éducation pointue et très réfléchie sur comment
s'approprier l'information, comment utiliser les médias, qu'est-ce qui est à prendre, comment lutter contre les fake news, etc. Donc ça aussi, c'est un volet qui est très important sur lequel on peut travailler. C'est un objectif assigné à cet appel-là. Et puis, comme je l'ai dit, des compétences, l'acquisition de compétences numériques, entrepreneuriales, compétences transversales, prise de parole, tout ce que vous voulez. Aujourd'hui, on a tout un chantier sur les soft skills et les power skills, les life skills. Et donc, ça nous laisse vraiment un champ très important et très intéressant pour accompagner la réforme en cours. Nous avons également un objectif qui est très important de promotion de la citoyenneté et des valeurs communes de liberté, de tolérance, de non-discrimination. Ça aussi, ce sont des choses très importantes, surtout dans le monde dans lequel nous vivons. Et ce que vous pouvez monter comme projet peut avoir cet objectif-là. D'ailleurs, je crois que Karima tout à l'heure va nous parler du projet ACT, parce qu'il tourne autour de la citoyenneté. Et ce sont des choses aujourd'hui très importantes qui doivent accompagner la formation de nos jeunes et de nos étudiants pour les préparer à un monde multiple, pluriel, avec tous les challenges que nous vivons aujourd'hui et qui certainement vont se multiplier dans les années à venir. Et puis, bien sûr, l'Union européenne. Alors, il y a aussi une notion d'employabilité que je n'ai pas évoquée, mais qui est sous-entendue. L'objectif en améliorant, en renforçant les compétences des jeunes et des étudiants, c'est aussi, in fine, parce que quand on parle de citoyenneté, c'est comment être utile. Et ben, l'utilité peut être aussi, entre autres, grâce au fait, en facilitant l'accès au marché. Et donc là, tout ce qui peut également accompagner les jeunes dans leur employabilité et leur faciliter l'insertion sur le marché du travail, ça aussi, ce sont des volets qui sont très importants et qui peuvent être couverts par les projets que vous pouvez proposer. Enfin, on a lancé donc cet appel-là, ces appels pour la mise en place de projets d'échanges virtuels Erasmus+, l'Union européenne souhaite renforcer la dimension jeunesse parce que, comme je viens de le dire, cet appel concerne aussi bien les établissements de formation de l'enseignement supérieur et les associations. Et les associations font partie de la jeunesse. Et il y a aussi un appel aux établissements de formation de travailler côte à côte avec les associations et par là, renforcer cette dimension dans les relations de l'Union européenne avec ses partenaires, parce qu'on souhaite aussi, encore une fois, approfondir et consolider, renforcer la coopération avec l'UE à travers le renforcement de la composante jeunesse et le travail avec les associations. Et donc, c'est pour ça que cet appel-là est ouvert au même titre aux associations qu'aux établissements de formation et les établissements de l'enseignement supérieur. Alors, je vais juste là rappeler les priorités de l'Union européenne, parce que c'est, comme on vient de le dire, on a vraiment détaillé les objectifs spécifiques de l'appel Erasmus Virtual Exchange. Mais il faut aussi avoir en ligne de mire les priorités. Alors, les priorités transversales rejoignent les objectifs. Donc, on va juste les rappeler rapidement. La transformation numérique, le Green Deal, tout ce qui est transformation donc, écologique verte. L'inclusion, c'est une thématique très importante avec un focus spécifique à tout ce qu'on peut mettre en place pour accompagner ce qu'on appelle les personnes avec moins d'opportunités de mobilité physique, soit des personnes en situation de handicap, soit aussi les jeunes, encore une fois, on ne peut pas offrir la mobilité à tout le monde. Et donc aujourd'hui, ça peut être les filles, ça peut être les personnes qui se trouvent dans des zones rurales, dans des zones, comment dirais-je, éloignées des centres. En tout cas, l'inclusion, c'est un élément très important sur lequel aussi on fait le focus en termes donc, de priorité ou de thématiques spécifiques, mais également tout ce qui est lié à la croissance durable, à l'employabilité, aux questions d'employabilité, à toutes ces questions liées à la paix, au développement humain, c'est ce qu'on vient de dire, la citoyenneté. Et puis, bien sûr, des questions spécifiques liées peut-être à la migration. Il y a aussi un groupe spécifique, et là, on rejoint l'inclusion. Ce sont les réfugiés, par exemple, les réfugiés, par exemple, enfin, certains pays sont aussi confrontés, sont dans ce cas-là où ils sont des couloirs, on va dire, de passage migratoires. Et donc,
est là, qui ne ont pas d'axe. Voilà, donc je crois que là, oui, voilà, donc ma connexion est rétablie, je crois. Elle est rétablie, ma connexion? Très bien. Donc voilà un peu, juste un petit rappel des priorités qu'il faut vraiment avoir en ligne de mire parce que dans la construction de votre projet, il faut avoir ces priorités. Alors, soit que vous allez les tacler d'une manière directe, soit que votre projet va participer, soit directement, soit indirectement, à une de ces priorités aujourd'hui qui sont les priorités transversales du programme Erasmus+. Alors, en termes de résultats, qu'est-ce qu'on attend en termes de résultats, peut-être de livrables à travers donc, ces appels à projets? Plusieurs activités, variétés d'activités peut être imaginées. En tout cas, l'objectif, encore une fois, c'est l'apprentissage. Alors, ça peut être des discussions animées en ligne, ça peut être des formations d'animateurs de jeunesse pour des échanges virtuels ou de formateurs, hein, des formations de professeurs, hein, j'y arrive, des animations de discussion en ligne dans le cadre d'un cours d'enseignement supérieur, c'est-à-dire vous avez un cours. Alors encore une fois, je rebondis sur la réforme en cours, la réforme de l'enseignement supérieur. Il y a tout un volet soft skills qu'il va falloir donc mettre en place dans les différentes formations de licence, de master et de doctorat. Et donc aujourd'hui, on a besoin justement de mettre en place des choses, hein. Ça peut être un cours en entier ou des éléments de cours. Et donc là, on peut imaginer, dans le cadre d'un projet, le montage de ce cours-là, de cet élément de module, et donc ce qu'on va prévoir, des formations pour les professeurs, pour le personnel universitaire, pour se préparer pour ce genre d'échange. Et ça peut être également des cours, ce qu'on appelle les cours interactifs en ligne, interactifs ouverts en ligne, type MOOC ou Spook, etc. Ça peut être aussi la mise en place de ce qu'on appelle des cours conjoints, d'accord, avec un partenaire européen ou dans la région sud-méditerranée ou dans une autre région, parce que encore une fois, l'appel est ouvert à toutes les régions aujourd'hui. On va voir principalement, on va dire, notre région SMED, la région Afrique subsaharienne, mais les Balkans aussi, etc. Et, et voilà, donc c'est un peu le type d'activité ou de résultat donc escompté. Et puis la recommandation peut-être à faire également, c'est de s'appuyer aussi sur des outils et des plateformes existantes. L'objectif, ce n'est pas du tout d'inventer la roue, mais en termes d'infrastructures et de plateformes, parce qu'aujourd'hui, il existe énormément de plateformes, Moodle, nous avons aussi des plateformes nationales et donc il est important d'utiliser ces outils et ces plateformes existantes, mais en tout cas en termes d'activité, on peut imaginer plusieurs choses. Alors, le Maroc dans les projets, dans les appels qui ont été déjà lancés, nous avons jusque-là, sur les 2 derniers appels, 3 projets qui ont été financés. Le projet ACT, Virtual Exchange for Active Citizenship, qui est avec nous, qui va nous livrer donc son retour d'expérience avec la participation de l'UIT, l'Université Ibn Tufayl de Knetra et l'Université Sidi Mohamed Ben Abdallah de Fès. Digital Acceleration to Empower Young Entrepreneurs, DARE 4.0, avec la participation de 2 associations, Masterpiece et Habes Mala. Et nous avons aussi un projet intitulé Inter-Mediterranean Peace and Collaboration, Impact, qui là, on retrouve un consortium constitué de plusieurs partenaires dans l'Université Mohamed Ier de Oujda, l'Université Mohamed VI Polytechnique, l'Université Al-Akhawayn d'Ifrane et la Fondation Tamkin. Donc là, on a un consortium avec des associations et des universités. Donc voilà, et donc c'est pour cette raison que nous vous invitons vivement à penser, réfléchir à des projets et puis à déposer parce que c'est un appel vraiment très intéressant. Alors, comment candidater?
Alors, tout d'abord, il faut vérifier si on est dans les régions, parce que nous avons 12 régions aujourd'hui. Toutes les régions ne sont pas concernées, mais celles qui nous intéressent y sont, à savoir, bien sûr, notre région sud-Méditerranée, la région sub-African countries, donc les pays africains subsahariens, ce qu'on appelle aussi le Eastern Neighborhood et le Western Balkan. Donc, en termes de régions, ce sont les régions concernées, plus, bien sûr, et nécessairement les pays qui participent au programme, qui financent le programme, à savoir les 27 membres de l'Union européenne, plus les 6 pays non membres de l'Union européenne, mais associés au programme, à savoir l'Islande, la Norvège, le Liechtenstein, la Macédonie, la Serbie et la Turquie. Alors, pour cet appel Erasmus Virtual Exchange, le Maroc ne peut pas être applicant, ne peut pas coordonner le projet. Le coordinateur ne peut être que un des 33 pays associés au programme que je viens de citer. Alors, qu'est-ce qu'on peut demander en termes de budget? On peut aller jusqu'à un maximum de 500 000 euros par projet, donc c'est un max. La durée du projet est de 3 ans, donc 36 mois. Qu'est-ce que ça peut financer? Alors, ça peut financer des équipements, des frais de voyage ou de subsistance, de la sous-traitance, des traductions, l'organisation d'événements et également les coûts de personnel, à savoir le staff cost. Voilà. Donc, c'est un peu classique. C'est ce qu'on a déjà vu, par exemple, dans les renforcements de capacité. Donc, ça finance toujours la même chose. L'approche, c'est toujours la même. C'est ce qu'on appelle le LAMSAM 2. Lors de la présentation du renforcement de capacité, je vous ai dit qu'aujourd'hui, la tendance sur les appels à projets, c'est vraiment d'unifier le fonctionnement et le fonctionnement également financier et budgétaire. Donc aujourd'hui, on raisonne en termes de work package, c'est-à-dire que votre projet doit être décliné en work package. Dans chaque work package, on va assigner des objectifs. On va aussi déterminer des activités, des milestones et des livrables. Et donc, chaque work package, on va le budgéter. Et donc, le budget va se faire par work package. Et c'est l'addition de ces work packages qui va déterminer le grant total que vous allez demander, la subvention totale que vous allez demander. Et bien sûr, on s'engage sur des livrables. Ces livrables, il va falloir donc les déposer sur la plateforme à un moment donné, c'est-à-dire suivant un calendrier que vous allez à définir. Et donc, il faut respecter ce calendrier-là, bien sûr. Alors, cette diapo, c'est juste pour vous rappeler quels sont les pays qui font partie donc, de la dynamique et de positionner un peu le Maroc dans sa région. Donc, c'est un rappel parce qu'on va vous donner cette présentation. C'est bien d'avoir aussi le détail de ces pays-là. Alors, toujours en termes de qui et comment je peux candidater, on a besoin d'un consortium d'un minimum de 4 partenaires. Ces partenaires peuvent venir alors au minimum de 2 pays donc associés au programme, des 33 pays, donc les 27 pays de l'Union européenne plus les 6 qui sont associés au programme, qui versent donc la cotisation, plus 2 établissements provenant de 2 pays partenaires, par exemple le Maroc et un autre pays de la région ou d'une autre région. Ce qu'il faut noter ici, c'est qu'on peut mélanger, c'est-à-dire on peut avoir des établissements de formation, c'est-à-dire des établissements d'enseignement supérieur, mais on peut avoir aussi des associations. Et nous, nous invitons vivement à aussi réfléchir et penser, pourquoi pas, à des projets où on va travailler avec des associations. C'est très important aujourd'hui de pouvoir travailler, encore une fois, côte à côte avec le milieu associatif. On peut avoir plusieurs rôles dans un consortium, ça c'est classique, soit le rôle de coordinateur, mais ça, c'est pas ouvert pour les Marocains, soit un partenaire à part entière, soit partenaire associé. Juste pour vous rappeler qu'un partenaire full partner, c'est un partenaire qui va recevoir du financement, alors qu'un partenaire associé n'a pas accès au financement. Juste pour clarifier donc les statuts. Le statut qu'on peut avoir dans un projet. Alors, quand on parle d'un consortium, la première question toujours qui va revenir, comment trouver un partenaire? Ça, on ne le dira pas assez. On a plusieurs possibilités. De ce qu'on a déjà vu, à savoir aller sur la plateforme pour voir qui est déjà impliqué dans les projets à travers le F-Top. Aller peut-être voir aussi et s'insérer dans des communautés, dans des networks comme le network EPAL, qui est un network aujourd'hui d'établissements de formation pour adultes, très étendu.
qui lancent des appels pour de partenariats de temps en temps. Donc, il faut aller sur ces networks, il faut être dynamique, il faut être actif et aller euh, sur ces networking et puis voir ce qui peut se faire avec ces gens-là, les contacter d'une manière spontanée et puis également répondre peut-être à des sollicitations et à des appels à candidature, voilà, à partenaires qui vont lancer. Participer aussi à des événements comme les Racons, également la plateforme Salto, qui est un prestataire de l'Union européenne. Ils organisent également beaucoup d'événements avec les agences nationales de chaque pays. Alors, une agence nationale, vous savez que certaines actions de Erasmus, et ça on l'a expliqué quand on a parlé de la mobilité, gèrent du financement. Et donc, ils ont des financements, ils organisent ce qu'on appelle des séminaires de contact. Et de temps en temps, ils lancent sur la plateforme Salto des appels pour participer à ces séminaires de contact. Alors après, il va y avoir une question de financement va se poser. Voilà, donc il y a des choses que par moment, les agences nationales peuvent vous payer, par exemple, l'hôtel, mais à vous de payer le billet. Parfois, ils peuvent prendre en charge le tout. Parfois, ils prennent rien en charge. Il faut voir avec votre université aussi. C'est pour cette raison qu'on souhaite vraiment que les Erasmus Coordinators de votre établissement soient également impliqués dans cette dynamique pour vous aider à trouver de nouveaux partenaires. Donc, c'est un travail aussi conjoint qui peut-être doit se faire entre le coordinateur Erasmus dans votre établissement, qui est normalement à la présidence, et puis vous en tant que professeur. Voilà, le timetable. Alors, l'année dernière, c'était le mois d'avril. Donc, je ne sais pas, peut-être que cette année, ça va être aussi le mois d'avril. Les appels ne sont pas encore sortis. Nous organisons ces info sessions un tout petit peu à l'avance. Mais bien sûr, on va vous tenir au courant du calendrier. Ça, c'est facile. En tout cas, deadline peut-être soit février, soit le mois d'avril. On va vous tenir au courant. Et à ce moment-là, il faut candidater. Et puis, généralement, vers le mois de août, septembre, on notifie ce qui a été retenu et puis on peut commencer le projet déjà le mois de novembre ou le mois de janvier de l'année suivante. Alors, pour l'éligibilité des organisations, ça peut être des organisations publiques ou privées. Ça peut être encore une fois des établissements d'enseignement supérieur ou des associations. Ça peut être des agences également qui opèrent dans l'éducation et la jeunesse, hein. Donc, c'est assez ouvert. En termes d'activités éligibles, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça peut être des formations d'animateurs de jeunesse, ça peut être des formations de professionnels, des membres du personnel de l'université. Les activités, les livrables peuvent être soit des cours interactifs, soit des discussions, c'est-à-dire un package de ce qu'on appelle des discussions, de ce qu'on appelle discussion circles, d'accord, avec un animateur ou un facilitateur. Et une des activités, ça peut être de former des professeurs et des membres de votre université à devenir facilitateurs, d'accord? Donc, c'est un peu ça le genre d'activité éligible dans le cadre de ces projets. Alors, en termes de critères d'évaluation, c'est toujours la même sauce, la pertinence, la qualité donc de la conception et de mise en œuvre du projet, la qualité du consortium et de la coopération et des modalités de coopération, et puis bien sûr l'impact, la dissémination et la diffusion. Le minimum à avoir, c'est 60 points, suivant bien sûr cette déclinaison donc de notes. On ne le dira pas assez sur la pertinence, le point très important, c'est ce qu'on appelle la need analysis, c'est-à-dire de bien expliquer pourquoi votre projet il répond à quel besoin. Et donc, ce besoin-là, il faudrait bien l'expliquer d'une manière rigoureuse, d'une manière aussi factuelle, pourquoi pas avec des études qui ont été faites, soit par le ministère, soit par des agences nationales, soit par vous-même, complétées par peut-être des focus group que vous allez organiser, etc. En tout cas, la need analysis, c'est le point important ou l'élément important pour expliquer la pertinence et la relevance de votre projet. Un autre élément important, c'est
la valeur ajoutée européenne, parce que vous devez expliquer pourquoi vous avez besoin d'un partenaire européen. Et c'est très important parce que par le passé, on avait un peu ressenti un peu que parfois tout est déjà là chez les partenaires tiers. Et donc, on se posait la question à quoi sert finalement donc ce partenariat avec les Européens. Donc, il faut vraiment bien expliquer pourquoi on a besoin de ce partenaire européen et on ne peut pas faire ce projet-là et atteindre les objectifs du projet sans sans le partenaire européen. D'accord? Il est très important aussi parce qu'on a dit qu'il y a des priorités donc nationales, il y a aussi des priorités régionales, peut-être des priorités aussi locales. Donc, il faut arriver aussi à mettre tout ça en bonne cohérence et symbiose pour donner quelque chose de pertinent pour tous les partenaires, aussi bien donc les priorités transversales européennes que pour nos priorités à nous à travers donc ce projet-là. En termes de qualité de la conception, et de toute façon par la suite, on va organiser quelque chose de spécifique pour revenir sur comment rédiger et préparer une candidature compétitive. Mais c'est toujours important de rappeler sur les 4 critères les éléments importants. Ici, sur la qualité de la conception, ça revient au dispatching que nous allons faire, à la conception en work package et en activité que nous allons mettre en place. Et là, ça revient à l'idée de quels sont mes objectifs et comment je vais décliner ces objectifs-là en objectifs spécifiques par work package et puis en activité et en livrable. Ici, le point important ou l'élément important, c'est la matrice du cadre logique. Donc, il faut vraiment avoir une matrice logique, cohérente, bien faite, bien structurée. Et comme je vous ai dit, on va revenir par la suite sur ces éléments à l'occasion de d'autres séminaires, cette fois-ci, pour détailler ces critères-là et détailler les éléments qui constituent une candidature compétitive. Alors ensuite, sur le 3e critère, la qualité du partenariat et les modalités de coopération, ici, qui va faire quoi? Et donc là, les work packages en termes de leading, qui va leader et va s'occuper donc de chaque work package, pourquoi on choisit tel partenaire. Et puis là, la qualité du partenaire est très importante. Ici aussi, le dispatching cohérent et surtout juste en termes de est-ce que tout le monde fait quelque chose, parce que par le passé, on trouvait qu'un partenaire pouvait faire 2 work packages, etc. Et donc ça, c'est quelque chose vraiment à éviter et surtout d'impliquer tout le monde. Pourquoi pas derrière une idée de co-leading. Donc, on a aujourd'hui des work packages où on a 2 leaders, une partie européenne, une partie, par exemple, marocaine ou autre partenaire tiers, etc. Donc, ça, c'est très important de dispatching du travail qui va faire quoi et la qualité de ces organisations participantes. Et il faut prouver que tout le monde met la main à l'impact, tout le monde est impliqué. Et puis, qu'est-ce qu'on va mettre en place comme mécanisme de communication, de coordination? Quelles sont les instances que nous allons mettre en place? Le comité de pilotage? Quels sont les éléments qu'on va mettre en place pour s'assurer de la qualité des rendus? Hein, tout ce qu'on va mettre sous la coupe du quality management, d'accord? Donc ça, c'est un volet qui est très important. Tout ça, on peut vous donner aussi des astuces parce que par le passé, nous avons vu pas mal de choses qui ont été mises en place par les projets. Et donc aujourd'hui, nous avons des best practices quand il s'agit donc de modalités de coopération en termes également de management de la qualité. Et puis enfin, mais pas des moindres, en termes d'importance, c'est un volet qui est très important, à savoir l'impact, la dissémination et la durabilité, qui est le 4e critère. Et là, il faut être convaincant, il faut être logique en termes de diffusion, en termes de dissémination. Quand on parle de dissémination, ça va au-delà de la communication autour des résultats. Ça va jusqu'à cette question et cette idée de comment on va réutiliser les résultats par d'autres partenaires qui ne sont pas dans le consortium, comment on va les réutiliser dans d'autres contextes. Donc, c'est ici vraiment l'idée de diffuser au plus large, d'étendre l'impact de votre projet. Certes, pour des raisons purement financières, donc il y aura un consortium avec des partenaires limités, non en nombre. Donc,
comment vous allez faire pour élargir l'exploitation, l'utilisation des résultats, des livrables de votre projet. Ça, c'est très important parce que c'est intimement lié à votre impact. Plus vous allez étendre l'usage et l'exploitation de vos résultats, plus votre impact va être important. L'impact, ce n'est pas uniquement le nombre de participants, mais c'est également qualitativement comment les participants, comment leurs connaissances ont évolué, comment leur comportement et attitude vis-à-vis peut-être à une problématique ou à une thématique, comment ils ont évolué et ainsi de suite. Et puis, assurer la durabilité, c'est-à-dire le projet ne doit pas se terminer et ce que vous avez mis en place ne doit pas se terminer avec la fin de votre projet et l'arrêt des financements. Il doit continuer. Donc, qu'est-ce que vous allez prévoir comme mesure pour garantir la continuité de votre projet et de vos résultats au-delà de la période du projet? Voilà un peu donc rapidement les critères. Je suis sûre que peut-être Karima va revenir dessus tout à l'heure. Je ne vais pas m'attarder beaucoup sur la candidature, juste vous rappeler qu'il y a 3 parties. Donc, pour candidater, tout est numérique, tout est aujourd'hui dématérialisé. Et donc, c'est ce qu'on appelle une e-application. Et la application se passe via un e-form. Le e-form donc, est constitué donc, de plusieurs parties. Alors, nous avons la partie A qui va présenter, c'est un formulaire qui va juste, que vous allez remplir en ligne, où vous allez préciser un certain nombre d'informations vous concernant. Alors, comme ce n'est pas nous qui devons coordonner, Maroc, c'est le partenaire européen, à ce moment-là, il va nous envoyer donc un lien et on va remplir sur la plateforme donc un certain nombre d'éléments. Puis la partie B, c'est un document à attacher à votre e-form. C'est le cœur du projet, c'est la description détaillée du projet. Je vais vous le présenter tout de suite. Et puis la partie C, là, on doit présenter des éléments d'impact, des éléments statistiques. On va ticker aussi en termes de priorité, en termes de bénéficiaires. Donc, c'est une partie aussi e-form à remplir et à ticker, donc à cocher. Voilà. Et donc, ce sont les 3 éléments qui constituent donc la candidature. Donc, voilà un peu à quoi ressemble cette candidature-là en termes de visuel. Dans la partie B, bien sûr, il va falloir attacher aussi l'annexe budget. Alors, encore une fois, ce sont des éléments qui vont être préparés par le consortium, centralisés par le coordinateur. Et comme le Maroc ne peut pas coordonner ce genre de projet, bien sûr, il va falloir être attentif à ce que va demander donc le coordinateur et bien sûr lui faciliter la tâche. Ici, le plus important également, c'est de disposer d'un compte PIC parce qu'aujourd'hui, tout passe par la plateforme FTOP. Je vais la présenter rapidement sans vraiment la présenter parce qu'on l'a déjà présentée lors de l'infosession dédiée au renforcement de capacité. Et ici, ce qui est important, c'est de disposer bien sûr du PIC de l'université. Et quand bien même je suis un prof et que je vais participer dans ce projet-là, donc il y aura votre compte personnel en tant que Madame Dadaoui, par exemple, j'aurai mon compte, mais faites attention, il faut que vous preniez contact avec le coordinateur Erasmus dans votre université, donc généralement il est à la présidence, parce que le coordinateur va envoyer un lien qui ne pourra être déclenché que par le représentant légal de votre université à travers le compte officiel, institutionnel de l'université. Donc, c'est très important que, même si je vais participer en tant que personne contact, moi, en tant que prof dans cette université, je ne peux être que personne contact. Par contre, désigné bien sûr par le coordinateur, mais mon université sera le contact institutionnel. Il va falloir que le gérant, la personne qui gère au niveau de la présidence, donc le coordinateur Erasmus, qui gère le compte institutionnel, va ticker
va devoir donc signer, parce qu'il y a aussi des signatures officielles qu'il va falloir faire. Donc, c'est juste pour vous avertir sur cet élément-là. Si vous avez besoin de connaître le pic de votre organisation, vous pouvez nous contacter ou contacter le coordinateur de votre établissement. Donc ça, c'est juste pour vous présenter un peu à quoi ressemble ce fameux portail et ces éléments donc de candidature. Je vous ai parlé donc d'éléments accrochés. Donc, je vais vous partager avec vous donc cette présentation. Vous allez voir quelles sont les priorités que vous devez ticker. Hein. C'est ce qu'on a vu, hein. C'est les mêmes objectifs spécifiques que j'ai présentés au tout début. Donc, parce que vous devez préciser quels sont les main priorities que votre projet du coup va couvrir et quelles sont les activités aux main activity of your project et ainsi de suite. Voilà, donc avant de passer donc au retour d'expérience de Madame Karima Slemaoui, puis par la suite répondre à vos questions. Juste 1 minute et demie, vous allez voir que sur le pilote qui a été lancé par l'Union européenne à travers le consortium Salto, le Nasser, par exemple, qui était un jeune, qui était étudiant à l'époque à la faculté des sciences de Rabat, avait participé à certaines activités dans le cadre du Erasmus Virtual Exchange. Ça a changé sa vie. Il a, grâce à ça, pu rencontrer, donc pour la petite histoire, il avait participé avec une petite équipe à une compétition pardon, en anglais qui a été organisée. C'était une compétition régionale et cette équipe marocaine de jeunes marocains, tous étudiants à l'époque en licence, ils étaient arrivés à la finale contre une équipe libanaise. Donc, c'était vraiment une compétition régionale sud-méditerranée et en anglais. Et ils étaient arrivés à la finale. Bon, ils ont perdu devant l'équipe libanaise. Mais en tout cas, juste pour vous dire que cette première expérience lui a permis déjà de connaître ce que c'était Erasmus. Par la suite, il a participé à d'autres programmes de l'Union européenne parce qu'il travaillait beaucoup sur le développement durable. Et aujourd'hui, ce jeune homme est boursier d'excellence du master conjoint Erasmus Mundus European Forestry. Juste pour vous dire hein, que c'est vraiment des expériences qui permettent à nos étudiants et à nos jeunes d'acquérir de nouvelles compétences. Alors, dans son cas, parce qu'il a pu avoir ce qu'on appelle un e-badging, parce que ça donne naissance, et ça c'est un élément important du Virtual Exchange, comment on va valoriser les apprentissages acquis et les compétences acquises. Et c'est une discussion dans le cadre de la réforme actuelle, hein, le pacte ISRI, et la mise en place de tout ce qui est soft skills, power skills, life skills, etc. C'est une des questions principales, comment valoriser. Et donc, une des idées, c'était ce e-badging. Et donc, grâce à ses compétences transversales, et bien sûr grâce également à ses compétences disciplinaires, il a pu avoir un profil qui a intéressé donc le master d'excellence Erasmus Mundus Joint Master European Forestry, et il continue aujourd'hui en ayant eu cette bourse d'excellence lors de l'appel à candidature 2023. Juste pour vous dire que ça peut vraiment ouvrir de nouvelles perspectives à nos jeunes et nos étudiants. Donc, je vous laisse avec son témoignage. كبيرة على حياتي العملية. إراسموس كان عندها واحد الأثر كبير على حياتي العملية. سميتو ناصر نافع، قاطن من مدينة الرباط. عندي 19 عام، كنقرا حاليا في كلية العلوم في تخصص بيولوجيا. مع إراسموس بلس كانت عندي الاكسبيريونس معها في اطار التبادل الثقافي intercultural dialogue. وديغون هاد الاكسبيريونس درنا على واحد السوجي اللي كيمسنا حنا كاملين هو الراسيزم العنصريه. Et vraiment, à partir de la recherche, c'est que programme d'échange culturel, d'échange virtuel, j'ai trouvé Erasmus. Ça y est, j'ai trouvé plein de choses à découvrir. فريمون قالوا لنا حتى حنا مازال ما كنعرفوش بزاف على Erasmus. تقوا بزاف لي بروغرام ديال Erasmus.
vraiment le programme كتشونجي ta mentalité كتولي كتشوف المشاكل ديال العالم بشكل بوزيتيف. Et un changement dans ta vie, c'est-à-dire tu vas créer un changement de niveau. Voilà, donc, oups, pardon. Donc, voilà un peu là. Oups, comment je fais pour. Ouais. Donc, sans trop tarder, et puis n'hésitez pas à poser vos questions sur le chat-in, et puis on va répondre tout à l'heure à toutes vos questions. Je donne la parole à Madame Karima Slemaoui de l'Université Ibn Tufayl qui va partager son expérience avec nous à travers le projet ACT. À toi, Karima. Merci beaucoup, Latefa. Vous m'entendez là? Oui. Merci beaucoup, Latefa. C'est toujours un plaisir de participer avec vous dans ce genre d'infodé. Je me considère comme un membre de la famille Erasmus, Tempus, et j'ai participé à presque à tous les programmes, que ce soit le programme Tempus, j'ai participé à 25 projets, au programme Erasmus, et donc je me considère comme un membre de la famille Erasmus Tempus. Notre projet aujourd'hui, c'est Act Virtual Exchange for Active Citizenship. Pourquoi le virtuel? Comme je l'ai dit, nous avons été très actifs dans les projets Tempus, ensuite dans les projets Erasmus, et puis dans les projets IMJM, ensuite dans les autres projets Erasmus Mundus. Et puis, il y a le Covid qui est arrivé, et parfois, il y a des situations qu'on trouve qui sont négatives, mais qui ont toujours un côté positif. Pour le Covid, le côté positif, c'était l'échange virtuel. Et donc là, nous, avant le Covid, on avait cette peur bleue de faire des cours en ligne, d'échanger en ligne et même de faire des échanges, des projets en ligne. Et donc, après le Covid, nous avons dépassé notre peur d'échange virtuel et nous avons travaillé, nous avons trouvé que il y avait un avantage d'utiliser la technologie pour véhiculer l'information, pour échanger. Et c'est là que l'idée m'est venue. Franchement, avant le Covid, je n'aurais pas fait ça. Mais après le Covid, je me suis dit, pourquoi pas ne pas participer à un programme virtuel d'échange. Et comme par hasard, comme si ils avaient lu dans mes pensées, j'ai été contactée par mes collègues, par un autre collègue de l'association, et qui m'avait dit qu'Anna, nous sommes en train de préparer un projet. Est-ce que tu es partante? Je me suis dit, tiens, on se lance et ça nous permettra et puis on a constitué le consortium et on s'est lancé dans la rédaction du projet. ACT est un projet, alors je passe à la deuxième diapo. Alors, c'est une initiative révolutionnaire visant à promouvoir les valeurs de citoyenneté active, de liberté, de tolérance et de non-discrimination parmi les jeunes. Donc, dans ce projet, notre mission, c'était de connecter les étudiants avec les professeurs, personnels des établissements de l'enseignement supérieur, des pays européens et des pays du voisinage dont on fait partie, en participant à des activités formelles et informelles en ligne. Donc, il fallait les connecter. Donc, le projet, il vise à créer un réseau de jeunes citoyens interconnectés et engagés pour construire un avenir plus brillant et plus inclusif. Donc, en connectant bien entendu les établissements d'enseignement supérieur au-delà des frontières et en promouvant la collaboration. Donc, le consortium, comme l'a bien expliqué Latefa, la coordination ne peut être qu'européenne. Et donc, c'est l'association. Vous voyez, le consortium, il est très hétérogène. Donc, c'est une association qui coordonne le projet. C'est l'European Association of Institute for Vocational Training, qui se trouve en Allemagne. Ensuite, il y a deux universités marocaines, l'Université Ibn Tufayl et l'Université Sidi Mohamed Ben Abdallah. Et là aussi, il y a deux universités grecques. Il y a Metropolitan College, il y a l'Université of West Attica. Ensuite, c'est orienté vers la rive méditerranéenne et on a invité l'Université libyenne Misurata Université. La Palestine, elle est très bien représentée par trois universités. Palestine Halal University, Technical University et la Palestine Polytechnique University.
Ensuite, nous avons invité nos partenaires tunisiens, Sparks Université, et une association qu'on appelle l'organisation WIOT. Et enfin, le Liban, avec 2 universités, Arab American University et Université Saint-Joseph. Donc, vous voyez que le consortium, il est très large et constitué par des associations et par des universités. L'objectif, 3 grands objectifs qui ont été visés dans ce projet. Le premier, c'est le développement des activités interactives en ligne à travers une gamme d'activités interactives en ligne ouverte, à la fois formelles et non formelles. L'accent, il est mis sur le développement des éléments de citoyenneté active et d'apprentissage interculturel. Donc, l'étudiant, on s'est mis d'accord que l'étudiant, il a ses compétences académiques, mais il a besoin d'une ouverture culturelle, une ouverture sociale, citoyenne pour son apprentissage, pour peaufiner son apprentissage et le compléter. Le projet, il vise à accroître l'accès aux opportunités de mobilité étudiante pour tous les participants, tout en garantissant que les jeunes, ils ont une voix dans la vie démocratique et reçoivent un soutien pour l'encouragement social et civique. Le deuxième grand objectif, c'est d'offrir une formation de sensibilisation culturelle. Alors ça permet la promotion de l'éthique, de l'égalité et la résilience, ainsi que l'empathie et la sensibilité aux différences. Le projet ACT, il propose une formation complète de sensibilisation culturelle. D'ailleurs, le premier work package qu'on a appelé le work package Welcome Activities, nous avons organisé un atelier d'échange entre tous les étudiants, entre les représentants des différents partenaires aussi, qui ont présenté leurs institutions, mais aussi on a invité les étudiants qui se sont présentés et on a commencé par des échanges très simples sur échange culturel, échange culinaire, échange de langue, échange de traditions. Et donc, les étudiants, ils se sont ils ont parlé de leur culture, de leur quotidien, de leur famille, et donc ça permet de tisser un lien entre les différents participants. Donc cette formation, il sert de socle au développement de compétences relationnelles et interculturelles fondées sur un référentiel de compétences globales. Et le troisième grand objectif, c'est la mise en œuvre des activités en ligne facilitées. Alors, dans ce contexte d'éducation formelle et non formelle, le projet, il vise à faciliter les activités en ligne avec les étudiants, les animateurs de jeunesse, en se concentrant sur des sujets liés à la citoyenneté active, aux objectifs de développement durable et aux valeurs de l'Union européenne de liberté, de tolérance et de la non-discrimination. Ces activités, ils renforcent la compréhension mutuelle entre les 2 régions, l'Union européenne et la rive méditerranéenne, et les 2 régions permettant aux apprenants d'adopter les valeurs de citoyenneté active, notamment le sens des responsabilités, la participation active à la société, la protection de l'environnement, la résilience et le respect des droits de l'homme. Les délivrables, il y a 2 grands délivrables, un au niveau national, local, au niveau national et local, c'est le renforcement du sentiment de citoyenneté active et la compréhension commune entre les 2 régions. Karima, je crois qu'on t'a perdu. Karima, de la sensibilité on et t'a leurs perdu apprenants, à un moment améliorer les compétences. C'est vrai? Quand tu es passé sur projet délivrable, Project Deliverables, donc, je disais que les délivrables, maintenant, c'est OK? Oui, parfait maintenant. C'est bon, c'est OK? C'est un problème de connexion parce que je suis connectée en Wi-Fi. Oui, là maintenant, c'est bon. Non, c'est pas bon. Karima, Je pense, oui, je suis toujours connectée. Là, je vois qu'il y a une connexion. C'est bon? Ouais, voilà, tu passes à la 4G. Parce que là, maintenant, c'est bon, je crois.
C'est bon, voilà, très bien. Oui, 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 oui. Merci, Donc, merci. je disais, je vais reprendre pour les délivrables. Deux grands délivrables, donc, se fait au niveau national et local. Donc, c'est le renforcement du sentiment de citoyenneté active et la compréhension commune entre les deux régions. L'augmentation de la sensibilité à l'égalité et à la résilience envers leurs pairs et leurs apprenants. L'amélioration des compétences des apprenants en matière de dialogue interculturel et le respect mutuel. La reconnaissance de l'importance de la coopération entre les enseignants et les jeunes. Au niveau européen ou mondial, donc au niveau européen, c'est favoriser la résilience et la croissance de la société civile, surtout après l'épidémie Covid-19, améliorer l'innovation et le développement des capacités numériques, comme l'a bien signalé la TEFA, c'est le développement des capacités numériques, la mise en place d'un mécanisme innovant d'évaluation qualitative et quantitative d'échanges virtuels et de favoriser une conscience européenne parmi les jeunes de l'Union européenne et des pays de voisinage méridional. Donc, en bref, ça permet, c'est un grand espace d'échange virtuel entre les jeunes, le personnel académique et non académique, le personnel des associatifs et le personnel des associations non gouvernementales. Ça permet également de faire sortir les jeunes de leur zone de confort en se basant sur, parce que leur zone de confort, c'est la langue, c'est-à-dire que quand les jeunes, ils échangent en français, en arabe, ça dépend de leur pays d'origine, mais là, c'est une nouvelle langue qu'ils vont utiliser. Ils vont sortir également de leur zone de confort qui est culturelle. Ils vont échanger, ils vont découvrir de nouvelles cultures et ils vont également, leur zone de personnalité, leur zone de confort de personnalité, ils vont rencontrer d'autres personnalités avec d'autres aspects et savoir donc acquérir des compétences, comment se comporter avec d'autres personnes différentes. Donc, ce projet, donc je ne vais pas entrer dans les détails techniques, mais il y avait 6 work packages dans ce projet. Bien entendu, les 2 work packages transversaux qui sont le project management and l'évaluation. Project Management and Evaluation, c'est un work package qui est transversal, qui permet la gestion du projet entre le coordonnateur et les différents partenaires. Le deuxième work package qui est très important et sur lequel l'Union européenne insiste, c'était la dissémination et l'exploitation des activités. Donc, il faut qu'il y ait une dissémination et une diffusion des résultats. Et les 4 autres packages les plus importants, c'est le Work Package 3 qui est Welcomes Activities. Donc, ce Work Package, nous avons organisé des activités en ligne pour permettre les échanges entre les différents partenaires et les différents étudiants. Le Work Package 4 qui est échange virtuel pour les compétences mondiales. Plus précisément, le principal objectif de ce Work Package sont aider les jeunes à développer une conscience culturelle et des interactions respectueuses au sein des sociétés diverses, familiariser les participants avec les défis et les préjugés culturels et les stéréotypes qui existent dans nos sociétés, renforcer les valeurs de liberté, de tolérance et de non-discrimination des participants à travers des activités éducatives, et enfin, engager les participants à relever les défis sociétaux, politiques, économiques et environnementaux. Ça, c'était pour le Work Package 4. Pour le Work Package 5, qui est un échange virtuel sur les droits fondamentaux, c'est-à-dire en particulier la Charte de l'Union européenne. Dans ce Work Package, nous avons ciblé certains points, tels que le renforcer la protection des droits fondamentaux à la lumière des évolutions de la société, du progrès sociétal et des sciences de développement technologique, la promotion de la citoyenneté et des valeurs communes de liberté, de tolérance et de non-discrimination à travers des échanges virtuels. Et enfin, renforcer la dimension jeunesse dans les relations de l'Union européenne avec les pays partenaires. Et le dernier work package qui est... Oui? Karima, juste excuse-moi, entouré chez moi, j'ai toujours Project Deliverables. Non, je ne l'avais pas présenté sur la diapositive. Parfait. Je croyais que c'était... Et donc, le dernier, c'est le Work Package virtuel sur l'objectif de développement durable, qui est très important, les ODD. D'ailleurs, vous entendez tous les ODD. Alors, c'est ce Work Package, il permet de présenter certains ODD aux apprenants et discuter davantage sur leur importance, parce que tout le monde entend parler des ODD, mais il ne connaît pas les 17 ODD.
sensibiliser les apprenants au développement durable et enfin, encourager la participation active des jeunes à travers des activités non formelles et l'apprentissage expérimental. Bien entendu, ces work packages, ils sont animés par des animateurs de l'enseignement supérieur académique, des animateurs qui nous viennent des associations et des organisations non gouvernementales. Et merci de votre attention. Merci beaucoup, Karima, de cette présentation. Moi, j'avais une petite question concernant les activités. Est-ce que tu peux juste nous dire un peu, pour un peu inspirer les autres, nous inspirer un peu sur quelles sont les activités, par exemple, qui ont été mises en place? Alors, les premières activités qu'on a organisées, c'était dans le cadre du Work Package 1, c'est Welcome Activities. D'ailleurs, le Work Package 4, on devait le commencer cette semaine pour ce qui se passe en Palestine. Donc, les partenaires européens, ils ont demandé à ce qu'on ait donc un report de ces activités. D'ailleurs, j'avais reçu un email hier pour le reporter, ces activités pour le mois prochain. Donc, ces échanges, ils se font par exemple par l'organisation d'ateliers. Donc, on invite les partenaires, on invite les étudiants concernés, les clubs, les associations de l'université, des universités partenaires. Et donc, il y a organisation donc présentation par, je parlerai du work package auquel on a assisté, on a participé. C'est que nous présentons, par exemple, notre université, nous présentons les institutions et nous présentons, par exemple, quelles sont nos traditions au niveau du Maroc, traditions culinaires, traditions vestimentaires, traditions. C'était juste un work package qui permet aux étudiants de se connaître et de casser cette barrière entre les différentes cultures et les différents participants des différents pays. Et donc, les étudiants, chacun d'eux, ils se présentent et ils présentent donc, ils parlent de ces traditions-là, tout en échangeant. Il y a bien entendu un échange entre les différents les étudiants sur est-ce que, par exemple, je vous donne un exemple sur un plat bien spécifique, quels sont les ingrédients qui ont été utilisés. Donc, c'est un échange qui est très, très instructif, qui met les étudiants à l'aise et qui commence vraiment à discuter, bien entendu, avec une langue qui n'est pas leur langue maternelle en anglais. Et donc, ça permet de pratiquer leur langue, permet également de présenter leur culture et de connaître la culture des autres c'est-à-dire casser cette barrière entre les différentes entre les différentes partenaires. Très bien, très très bien. D'accord. Je ne sais pas si les autres, tu peux arrêter comme ça, on va te voir. Très Et bien. comme ça, donc on ouvre la session des questions. Je ne sais pas si on a des mains levées. Par contre, on a avec nous professeur Saïd Mchouat de l'université Qadi Iyad qui va qui va partager, pardon, son expérience à travers le Virtual Exchange, à travers un projet auquel il avait participé et qui s'appelle, alors je vais juste reprendre, Saïd, tu es avec nous? Oui, oui. Donc voilà, Virtual Oui, d'accord. Exchange for Cultural Language and Digital Competencies. Voilà, donc à toi. Donc, je vous raconte l'histoire un peu. Donc, je me présente d'abord, Saïd Mechouad, docteur en informatique, ingénierie pédagogique et didactique des sciences à l'université Qadaiya de Marrakech. Donc, j'avais l'opportunité de travailler, ou plutôt de participer à un projet TEP, Transnational Erasmus Plus Project, sur l'échange virtuel. Donc, j'avais suivi trois formations. La première, plutôt deux formations. La première qui concernait les bases de ce que c'est que l'échange virtuel, c'est savoir comment gérer la littératie qui est autour, etc., les, les engagements institutionnels, l'organisation, etc. Et puis après, j'avais fait une deuxième formation et j'ai obtenu un deuxième badge sur le TIP Advanced, qui m'a permis de pouvoir monter un échange virtuel.
Donc, heureusement que j'avais un collègue d'une université allemande, euh, qu'on faisait binôme lors de la formation. Et puis, on s'est dit pourquoi pas ne pas faire un échange virtuel entre les étudiants de son université et les étudiants de mon université. Donc, l'objectif était de mettre un cours sur sur la culture ou sur les différences interculturelles et essayer en même temps de développer les compétences en langue chez ces étudiants de deux parts de la Méditerranée, c'est-à-dire les Allemands et les Marocains. Donc, les résultats étaient vraiment très, très, très satisfaisants, ce qui nous a poussé à dire pourquoi pas ne pas publier ce qui a été fait. Donc, on a rédigé l'article, on l'a soumis, ça a été accepté. Et puis, je vois que c'est la tendance maintenant. Tout le monde parle de l'intérêt que ça apporte, que c'était. Moi aussi, je suis très convaincu que l'échange virtuel va vraiment développer plusieurs compétences chez nos étudiants, que ce soit au niveau de la langue, de tout ce qui est vraiment culturel, interculturel, et aussi l'usage du numérique dans quelque chose qui va les servir donc, pour, pour apprendre, pour se développer, etc. Donc, j'ai partagé avec vous le lien de l'article. Ça contient beaucoup d'informations qui peuvent intéresser les gens qui veulent monter des projets d'échange virtuel. Euh, Comme ça, ils vont pas perdre le temps et passer directement à l'action. Et je serai aussi ouvert si quelqu'un veut, bon, si quelqu'un veut demander plus de détails, je serai toujours ouvert à contribuer. euh, dans le montage d'un projet ou juste de répondre à des questions. Parce que souvent, quand on essaie de monter un projet, on se pose beaucoup de questions, on ne sait pas par où commencer. Alors, je suis très ouvert, je peux répondre aux différentes Merci. questions. Merci à toi, Merci beaucoup, merci. Et Latifa. puis, c'est très important ce que tu as dit parce qu'au-delà, et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'arrête pas de prêcher, de voir aussi Erasmus comme une possibilité. Tous les projets qui sont financés dans le cadre d'Erasmus, ça touche à l'enseignement, aux pratiques pédagogiques, à la mise en place également de services, d'interfaces au niveau donc des universités pour améliorer donc la qualité de l'enseignement et les qualités aussi du service au sein des universités et de l'enseignement supérieur en général. Tout ça, ce sont des idées qu'on peut valoriser à travers des publications, que ce soit qu'on soit du domaine donc de l'éducation et des sciences de l'éducation ou pas. D'ailleurs, Oui, voilà, que je sois physicien ou chimiste ou sciences de gestion, oui, du moment où, en effet, on a aussi cette casquette d'enseignant, donc on est concerné aussi par les méthodes pédagogiques et ça peut être aussi quelque chose à valoriser à travers la recherche. C'est ce que oui, vous avez fait. Et bravo pour oui, ça. je, oui, je peux juste ajouter une remarque ou si je peux dire, que même les scientifiques, les médecins, tous peuvent faire l'échange virtuel et le faire surtout sur des sujets qui les concernent de part et d'autre de la Méditerranée ou de part et d'autre dans le monde. Tout le Voilà, monde est concerné. parce que les gens en général voient les choses de deux côtés, un du nord et l'autre du sud ou de l'est ou de l'ouest. Mais si on échange les différents points de vue, ça ne fait qu'augmenter c'est-à-dire les connaissances, les savoirs, les compétences des deux parties. Pas seulement les pays du sud qui vont en bénéficier, mais je vous assure, c'est-à-dire, après cet échange virtuel avec les étudiants allemands, ils ont appris beaucoup de choses, eux aussi, pas seulement nos étudiants à nous. Et donc, ça fait enrichir cette expérience de développement de connaissances, de développement de savoir, de partage, d'humanisme, etc. Donc, je suis vraiment je suis pour ces échanges virtuels et surtout qu'on peut pas, je suis pour les échanges en général et pour les mobilités, mais comme on ne peut pas le faire pour tous les étudiants, pourquoi ne pas le généraliser d'une manière virtuelle et bénéficier des avantages de la mobilité tout en restant chez soi, quoi.
Tout à fait, tout à fait. C'est Mais je voulais clairement. juste rebondir sur un point, c'est que qui a été discuté par Monsieur Saïd Mchouat, c'est que quand on parle d'échanges interculturels, les étudiants scientifiques, ils se considèrent comme mis à l'écart. Non, Non. moi-même, je pensais que c'était pour les étudiants de Studies, English Studies ou French Studies ou sociologie. Non, c'est ouvert à tous les étudiants de toutes les spécialités. Ouais. D'ailleurs, c'est l'objectif, c'est que, comme je l'ai dit, il va sortir de sa zone de confort. S'il fait de la biologie, comme vous l'avez montré, il est parti, c'est une nouvelle expérience avec de nouvelles personnes et ça lui a permis en plus des compétences techniques en biologie, en physique, en maths, il a acquis d'autres compétences interculturelles et scientifiques. Tout à fait, parce que comme l'a dit Saïd et comme tu l'as étayé, l'échange peut porter sur du disciplinaire. Il y a énormément de choses qui nécessitent d'être vues de la perspective, de notre perspective sud-méditerranée peut-être, perspective subsaharienne, européenne, etc. Et donc, ce sont des moments d'échange qui sont très importants et inestimables en termes de valeur, parce que ce n'est pas facile aussi d'avoir la possibilité de créer des choses comme ça. Et donc, c'est une opportunité pour moi inouïe de monter ce genre de projet et de les mettre en place sur différentes spécialités et ne pas du tout cantonner, comme tu l'as dit, l'action à uniquement des échanges entre étudiants en sciences sociales, etc. Tout le monde est concerné, en effet. Donc, je ne sais pas si on a des questions de l'assistance. C'est vrai que c'est une action qui, voilà, elle est spéciale. J'ai l'impression que les gens peut-être ne sont pas trop attirés, mais c'est important. Comme l'a dit c'est Saïd, c'est aussi une occasion pour se former, parce que voilà, on peut participer aussi à des formations très spécifiques. À nous de faire ce qu'on veut dans le cadre de ce projet-là. Et puis, l'objectif, c'est financer ces activités-là. Donc, on peut imaginer des ateliers, des formations où des gens vont nous former à comment faire pour créer un module d'échange virtuel, comment par exemple mettre en place un COIL, un cours interactif international, etc. Énormément de choses à faire. En tout cas, c'est un autre moyen de financement, de partenariat et de coopération, cette fois-ci focalisé sur un livrable qui est beaucoup plus lié à des activités virtuelles, mais il y a tout un renforcement de capacité aussi à faire pour acquérir des compétences justement pour le montage de ce genre d'activités virtuelles. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose. Alors, on a une question. Je suis très heureux de participer à cette réunion, de me retrouver ici avec votre équipe. J'ai deux questions concernant la possibilité d'adopter un programme pour notre organisation a précédemment proposé. De plus, j'aimerais obtenir des informations sur la langue utilisée dans ces programmes. Y a-t-il une langue spécifique ou cela dépend du public cible? Je nous vous remercie infiniment pour votre confiance internationale pour le développement du tremplin social. Oui. Alors, est-ce qu'une langue spécifique? Non. Non. Non, non, tu me confirmes, Karima. Non, comme l'a dit Karima, des activités peuvent être faites en anglais, en français, en arabe, en espagnol, suivant les objectifs, hein, les objectifs assignés à votre. Et puis, ce que vous allez faire, c'est-à-dire que si vous voulez mettre en place, je ne sais pas, un échange plutôt disciplinaire, comme l'a dit Saïd, sur des modules de mathématiques ou que sais-je, après, il va falloir trouver une langue qui va être compréhensible par les deux parties. Si vous voulez travailler avec, je ne sais pas, les Allemands, les Français, les Marocains, les Palestiniens, les Libanais, les Sénégalais, à ce moment-là, il faut avoir vraiment une langue commune, suivant l'objectif. C'est à vous, c'est un projet que vous allez monter, vous allez imaginer et que vous allez concevoir suivant vos objectifs, vos vœux, vos souhaits, etc. Donc, c'est vraiment vous qui dessinez, qui concevez le projet comme vous le souhaitez,
et en se focalisant sur la langue que vous souhaitez. Vous pouvez proposer aussi plusieurs choses avec les différentes langues. Moi, je me rappelle que sur le pilote, par exemple, il y avait des activités trilingues, c'est-à-dire qu'il y avait des cercles. Ils avaient mis en place ce qu'on appelle les cercles de discussion, les cercles sociaux de discussion. C'est dont a parlé Nasser dans le témoignage. Ce sont les cercles sociaux, et des cercles sociaux avec facilitateurs où à chaque fois on discute d'un problème, d'un fléau de société, etc. Ça peut être le racisme, ça peut être aussi plein d'autres choses. Et puis, il y avait des cercles différents, de langues différentes. Alors, il y avait l'arabe, il y avait le français, il y avait l'anglais. Donc, c'était trilingue. Donc, c'est à vous d'imaginer ce que vous voulez, et puis la langue suivra, c'est-à-dire que vous allez déterminer avec quelle langue vous allez utiliser, vous allez concevoir. C'est sûr, la langue ne sera qu'un objectif parmi d'autres, peut-être pour vous, de faire ça soit en arabe, soit en français, soit en anglais, etc. En termes de livrables. Après, dans le consortium, avec vos partenaires, généralement, voilà, c'est l'anglais. Quand on travaille avec des partenaires multilingues, c'est généralement soit l'anglais, soit le français, du coup. Voilà. Mais les livrables, vous êtes également libre de prévoir aussi des livrables multilingues, suivant bien sûr vos objectifs. La faculté des sciences médecines, j'aimerais bien commencer par participer à un autre projet. Oui, tout à fait. Alors, oui, donc oui, c'est une question, pardon, c'est une question qui a été posée par quelqu'un d'autre, et en effet, ce qu'on va faire, alors sachez que certains projets peuvent, parce qu'il faut faire attention, quand on monte un projet, les activités à l'intérieur de ce projet-là sont destinées aux organisations qui participent à ce projet-là. Sauf que parfois, on peut également élargir les activités, alors surtout quand il s'agit de mobilité. J'imagine que dans le virtuel, on va peut-être ouvrir pour élargir l'impact également. Alors, le mieux, c'est qu'on partage avec vous la liste des projets qui sont déjà financés. Allez sur le site de ces projets-là, et là, vous pouvez trouver des appels, justement, qui vont être lancés par moment pour participer à certaines activités. Mais je ne vous garantis pas que c'est systématique, suivant bien sûr l'objectif du projet. Mais moi, je vous invite vivement à faire cet exercice, hein. C'est-à-dire que, voilà, de s'entraîner. Si vous avez une idée, on peut également en discuter, etc. Mais si vous avez une idée d'un échange virtuel que vous souhaitez mettre en place, voilà, n'hésitez pas, c'est l'occasion. Et puis, voilà, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Et donc, ça serait vraiment bien aussi de compétiter. Surtout si vous avez déjà des partenaires, pourquoi pas, de leur soumettre l'idée, peut-être comme un peu le cas de Karima. Elle y a pensé, et puis voilà, elle en a discuté avec ses partenaires, et puis c'est avéré qu'ils travaillaient également sur un projet, et puis ça s'est déclenché. Donc, n'hésitez pas, parce que c'est des financements disponibles. C'est un peu dommage qu'on n'en bénéficie pas. Et puis, dans le montage, on peut aussi découvrir des choses. Et puis, pour apprendre la nage, il n'y a pas mieux que qu'on nous jette un peu dans l'eau. Et moi, je vous invite vivement voilà, voilà, à en discuter avec vos partenaires. Karima également peut être une source, une personne ressource qu'on va déranger aussi. On va partager avec vous également les contacts des autres partenaires, notamment la Fondation Tamkin, qui est une association qui sont très intéressées et qui sont aussi sur un autre projet qui s'appelle Impact, sur la coopération et la collaboration méditerranéenne. Et vous pouvez, ils travaillent beaucoup aussi sur l'éducation, et je sais qu'ils sont très intéressés. Ils ont aussi beaucoup de recul sur le montage aussi de ces projets-là, et beaucoup d'activités qu'ils font aujourd'hui en ligne à travers justement leur propre plateforme en ligne. Donc voilà, donc je vais partager avec vous le contact de la Fondation Tamkin, mais également les partenaires, les autres, à savoir toi, le collègue de le SMBA, de l'Université Mohamed Ier, etc. Nous avons déjà un socle aujourd'hui, et on peut construire autour de ce socle-là pour aller sur de nouvelles idées.
Comme l'a dit Saïd, ça peut être la médecine, ça peut être la biologie, ça peut être les mathématiques. Aujourd'hui, nous avons un chantier lié aux pâtisseries très important sur la mise en place des soft skills, power skills, life skills, etc. Ça serait vraiment bien de réfléchir par rapport à ce qu'on va mettre en place, de réfléchir à quelque chose qui va accompagner la mise en place qu'on va accompagner les outils qui vont être mis en place dans le cadre du pâtisserie. Voilà. Et puis, il y a d'autres idées également auxquelles on peut réfléchir. Il y a que Karim. Oui, alors moi, je voulais juste rebondir sur la demande de monsieur, sur la participation des participants non partenaires du projet. Oui, alors ça entre dans le cadre de la dissémination des activités du projet. À un certain moment, nous, on va élargir certains ateliers et on va inviter les autres universités, les étudiants et les enseignants personnels académiques des universités marocaines, des associations. On va faire donc une petite annonce et on va la poster sur le site pour qu'ils puissent participer avec nous à certaines activités et à certains ateliers. Et ça entre dans le cadre du projet. Donc ça, c'est dans l'élargissement et dans la dissémination du projet lui-même. Très bien. Donc, n'hésite pas à partager ça avec nous si tu souhaites. Et comme ça, donc, on Très bien. envoie à tous les profs et tout le monde enfin, toutes les personnes surtout qui ont participé avec nous également aujourd'hui et les autres sessions. Voilà, je ne sais pas si... et puis, encore une fois, n'oubliez pas que nous avons alors, on va partager la page. Tout ce qu'on a discuté aujourd'hui, avec tous les liens, avec notamment également l'enregistrement d'aujourd'hui et des autres sessions, on va les partager sur cette page dédiée aux Info Day consacrée aux appels à projet 2024. Et puis, nous vous remercions également de penser à remplir une petite évaluation pour nous, pour la session d'aujourd'hui. Voilà, donc si on n'a pas d'autres questions, je voudrais remercier les participants à cette session, remercier professeur Karima Slimmaoui de l'Université Ibn Tufayl et le projet Impact d'avoir participé avec nous. Shukran bzaf, Karima. Et comme tu Tout l'as le dit, plaisir est pour moi. comme tu l'as dit, nous sommes une famille et c'est vrai que c'est super aussi d'appartenir à cette famille. Et puis, une fois qu'on a commencé, il y a d'autres projets qui viennent parce que voilà, on a des contacts. Et Haja Kedjib Haja, comme on dit. Je remercie également Saïd, c'est Saïd Mchouat pour son partage. Et surtout, Merci à toi. moi j'ai regardé l'article, il est vraiment très intéressant avec beaucoup de détails. Ça peut donner vraiment beaucoup d'idées. Donc, je te remercie de ce partage-là. Et on va revenir certainement vers toi, notamment pour avoir un peu plus justement de détails. Pourquoi pas un petit témoignage également, que ce soit toi, Karima et Saïd, parce que ça nous intéresse aussi d'avoir des témoignages qu'on gardera en vidéo chez nous pour toutes les personnes qui souhaitent par la suite candidater à des projets Erasmus+. Voilà, donc j'ai tout dit. On va juste prendre une petite photo. Donc, je vais faire une petite capture d'écran. Donc, sorry, Kalima. Saïd, heureusement, on ne tape pas dans la caméra. Voilà, c'est dans la boîte. Je Merci t'enverrai beaucoup. ça. Merci à